L'État, c'est vraiment pas un sujet dont on parle souvent dans le mouvement ouvrier. En général, dans la population, c'est comme un peu pris pour acquis. C'est comme si l'État était naturel. Hein? On a besoin d'avoir une force de police, on a besoin d'avoir des lois, on a besoin d'avoir des prisons pour nous défendre contre les méchants. Ça a toujours été comme ça, puis ça va jamais changer. C'est un peu l'idée hein, que les gens ont en général. On apprend aussi à l'école, entre autres, que l'État, c'est un arbitre neutre au-dessus de la société. La police est là pour nous protéger, hein, protéger et servir, pour faire respecter les règles du jeu démocratique, puis que grâce à ça, tout le monde a son droit de parole. Donc ça, c'est l'idée que l'État est naturel et qu'il est neutre. Mais je pense qu'une étude sérieuse, ça nous montre qu'en fait, c'est faux, que l'État sert des intérêts particuliers, mais habituellement, ça ne s'est pas vraiment remis en question. Mais là, comme a dit Benoît, récemment, on a vu quelque chose d'assez incroyable qui s'est produit, un large mouvement contre la police. Je vous apprends pas grand-chose si je vous dis qu'il y a eu des manifestations dans presque toutes les villes américaines, puis même aussi une énorme vague de support au Québec, au Canada. Nous, avec la Riposte, on a participé à des manifs contre la police à Montréal, puis dans notre international dans plusieurs villes. Puis maintenant, c'est comme presque rendu normal dans les journaux et dans les réseaux sociaux de voir des critiques de la police, de remettre en question même son existence. C'est vraiment une situation unique. Là. Comme vous savez, ça a tout commencé au début de l'été avec le meurtre de George Floyd. Je vous épargne les détails, mais récemment, ça a été comme revigoré après que des policiers au Wisconsin ont tiré dans le dos de Jacob Blake, un homme noir, non armé évidemment, à la fin du mois d'août. Puis encore plus récemment, il y a eu une autre vague d'indignation après que la police de Rochester, dans l'État de New York, a publié une vidéo où on voyait l'arrestation de Daniel Prude, un autre homme noir, puis l'arrestation a mené à sa mort. Les policiers ont littéralement écrasé sa tête et son corps sur l'asphalte, puis il est mort d'asphyxie. Fait qu'évidemment, les gens sont absolument indignés par tout ça. Ça fait longtemps que la colère bouille, puis ça a fini par exploser. Donc là, il y a des manifestations contre le racisme, mais pas juste le racisme en général, spécifiquement contre la police, contre les violences policières. Puis c'est pour ça qu'on a vu surgir des slogans comme « Defund the police », définancer la police, ou même dans sa version plus radicale « Abolish the police », abolir la police, abolissons la police. Puis ce qui est exceptionnel, c'est que c'est vraiment un mouvement avec un large support. Habituellement, les gens qui remettent en question l'existence de la police, c'est quelques militants dans un coin, mais c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Puis un exemple de ça, c'est qu'au début de l'été à Minneapolis, il y a des manifestants qui ont brûlé un poste de police en protestation. Puis il y avait un sondage qui montrait que 54% des Américains supportaient l'incendie du poste de police. C'est quand même du jamais vu, là, 54% des gens qui supportent de brûler un poste de police. Donc soudainement, on voit des millions de personnes qui voient que la police s'est utilisée pour réprimer des mouvements, pour briser des piquets de grève, pour réprimer les Autochtones quand ils se rebellent, pour tuer des jeunes noirs, littéralement. C'est spécial. Là. Habituellement, la police n'est pas supposée d'être remise en question, mais là, des milliers de personnes qui remettent en question son existence même, c'est incroyable. Je pense que c'est un symptôme du fait qu'on vit dans une période révolutionnaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui se posent honnêtement la question, est-ce que c'est possible d'abolir la police? Puis si oui, comment? Donc, c'est un peu à ça que je vais essayer de répondre. Puis, je pense pour comprendre ça, puis pour trouver des réponses dont on a besoin, c'est important de revenir à la base. Il faut qu'on se demande d'où vient l'État capitaliste, pourquoi est-ce que l'État existe en général, et comment est-ce qu'on pourrait s'en débarrasser. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'État? De quoi on parle au juste? Ben, l'État, c'est un peu comme une sorte de grosse machine qui flotte au-dessus de la société, qu'on ne peut pas trop remettre en question, puis qui est responsable de maintenir le statu quo, de maintenir l'ordre. L'État, c'est le gouvernement, le système de justice, les fonctionnaires, les prisons, mais aussi, bien entendu, une armée et une force de police pour faire respecter les lois qui sont mises en place. Donc, la police fait partie de l'État. Généralement, comme je disais, les gens prennent pour acquis que ça a toujours existé, puis que toute société normale aurait un État. Mais ultimement, en fait, non. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Pendant vraiment longtemps, la société humaine a fonctionné sans État. Puis je pense que ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à ça un petit peu parce que souvent, une bonne façon de comprendre un phénomène social, c'est de se demander d'où est-ce que ça vient. Puis pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas d'État, en fait.
l'espèce humaine était organisée en petits groupes, des petites tribus là, de chasseurs-cueilleurs. C'est sûr que la vie était pas idyllique, hein? La vie c'était difficile, fallait chasser, cueillir, puis c'était des gens nomades. Mais les gens étaient forcés de collaborer et il n'y avait pas personne qui avait une propriété de plus que les autres, donc il n'y avait pas de classe sociale. C'est ce qu'on appelle généralement le communisme primitif et la société possédait tout en commun. Vu qu'il n'y avait pas personne qui possédait plus que les autres, il n'y avait pas besoin d'avoir une force spéciale qui allait défendre ceux qui possédaient plein de choses, les protéger des autres qui n'avaient rien en fait. Bon, il y avait quand même des stratégies pour s'organiser, il y avait des chefs, etc. Mais il n'y avait pas un groupe spécial détaché du reste de la société, un peu impossible à remettre en question, qui était responsable de la défense d'une minorité. Au contraire, la défense du groupe était organisée par le groupe lui-même. C'était le peuple armé qui défendait la tribu. Donc ça, c'était notamment le cas chez à peu près tous les peuples autochtones dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique du Nord. Mais c'était aussi le cas en Europe et en Asie au temps préhistorique. Mais éventuellement, avec le commencement de l'agriculture, après un processus historique, le niveau de productivité de ces peuples-là va commencer à grimper de façon importante. La division du travail va s'accentuer, puis ça va accélérer encore plus le développement de la production, le développement des forces productives, comme on dirait les marxistes. Puis dans ce contexte-là, il y a certaines familles et certains individus qui vont accumuler plus de propriétés que les autres. Éventuellement, ils vont commencer à capturer des esclaves dans des guerres. Puis, ce qui est nouveau, c'est qu'ils vont pouvoir garder ces esclaves-là en tant que propriété et les faire travailler pour eux. Vu que la productivité avait augmenté, c'était maintenant possible qu'une partie de la population travaille, mais qu'une autre partie ne travaille pas, et que celle qui ne travaille pas utilise le surplus de production et vive sur ce surplus de production-là. Donc, ce qu'on va voir, c'est que la société va se diviser entre ceux qui possèdent, ceux qui ne possèdent pas. Ceux qui dépendent du travail, ou plutôt qui exploitent le travail d'un autre groupe, les esclaves, et ceux qui se font exploiter. Donc, on avait les propriétaires d'esclaves d'un bord, qui sont une minorité, et les esclaves de l'autre. Ça, c'était le début de la société de classe. Puis, à ce moment-là, c'est devenu nécessaire de pouvoir compter sur une force armée, qui allait être capable de défendre les exploiteurs contre ceux qui les exploitent. Cette force-là devait maintenir l'ordre, et c'est ça qu'on appelle l'État. Le point central, là, c'est que c'est parce que des classes sont apparues, parce que les classes existent, qu'on voit l'État apparaître. Puis c'est logique, dans le fond, parce qu'il y a une lutte de classe entre les exploités et les exploiteurs. Les maîtres veulent empêcher les esclaves de se soulever, ils veulent empêcher les esclaves de remettre en question leurs conditions, ils veulent les forcer à rester des esclaves. Donc, ils ont besoin de l'État pour ça. Donc, l'État apparaît dans l'histoire comme un outil qui va permettre de calmer par la force, je dis un peu ironiquement, de calmer par la force la lutte de classe pour pas que la société éclate dans une lutte continue. Ça va être un État, l'État plutôt, ça va être un outil utilisé par la classe dominante. Bon, évidemment, ça ne va pas s'en tenir à ça. Il va y avoir plusieurs formes d'État dans l'histoire. L'État esclavagiste, ça, c'est ce que je parlais. Puis des bons exemples de ça, c'est la Grèce antique, la Rome antique. Il va aussi y avoir l'État féodal en Europe médiévale, l'État bourgeois. Ça, c'est notre État moderne. Puis, ce qui est commun à tous ces États-là, c'est qu'ils existaient pour défendre une minorité. Sous l'esclavage, ils défendaient la minorité des esclavagistes. Sous le féodalisme, ils défendaient les seigneurs et la noblesse contre les paysans. Dans ces systèmes-là, les exploités n'avaient pas les mêmes droits que leurs exploiteurs. Par exemple, vous savez sûrement, au Moyen-Âge, les paysans, généralement, étaient attachés à la terre, ils ne pouvaient pas s'en aller, ou en tout cas, du moins, ils étaient soumis à leurs seigneurs d'une certaine façon. Puis, c'est les seigneurs, même, en plus, qui étaient responsables de faire la justice dans leur terre. Puis, évidemment, ils faisaient ça de façon inégale. Bon, il n'y avait pas le droit de vote aussi, bon, etc., etc. Il y avait toutes sortes de privilèges pour les nobles, pour les seigneurs, et tous les autres membres de la classe dirigeante. Mais sous le capitalisme, on voit un changement important. C'est un peu différent. Les révolutions bourgeoises, comme la Révolution française, par exemple, du moins théoriquement, ont rendu tout le monde égal devant la loi. Les principes de l'État, maintenant, c'était liberté, égalité, fraternité. Comme on apprend à l'école, maintenant, tout le monde était égal. C'était vraiment génial. On a même réussi à obtenir le suffrage universel. Bon, c'est sûr qu'au début, c'était juste pour les hommes blancs. Mais avec le temps, avec des luttes, c'était étendu
à d'autres secteurs de la population. Puis, techniquement, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de loi, en tout cas en Occident, qui inscrivent dans la loi le sexisme, le racisme. Donc, théoriquement, on est tous égaux devant la loi. Donc, des libéraux pourraient venir nous répondre, aux marxistes, ben là, on peut choisir nos élus. Sur papier, on est tous égaux devant la loi. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'État défend la classe dominante? Ben, c'est que la réalité est pas mal différente de la théorie. En fait, on vit dans un mode de production où une minorité de gens, les capitalistes, possèdent les ressources, les terres, les usines, les entreprises, les actions, etc. Autrement dit, ils possèdent les moyens de production. De l'autre côté, la majorité des gens, comme moi, comme vous, possèdent rien d'autre que leur capacité à travailler. Moi, personnellement, j'ai pas une usine en héritage. Ça veut dire que les travailleurs possèdent uniquement leur force de travail. Donc, pour survivre, il faut qu'ils se trouvent une job. Il faut qu'ils échangent leur force de travail à ceux qui possèdent des choses. Il faut qu'ils échangent leur force de travail aux capitalistes en échange d'un salaire. Ils sont forcés de prêter une partie de leur vie, une partie de leur temps à un capitaliste pour que lui puisse faire du profit. Fait que quand on regarde le big picture, on réalise qu'il y a une exploitation de la majorité par une minorité. Systématiquement, la richesse qui est produite par les travailleurs va dans les poches d'une poignée de capitalistes. Et c'est là qu'on comprend que l'État n'est pas neutre, parce que le but de l'État, c'est de défendre les règles du jeu qui servent à maintenir cette exploitation-là en place. Il y a plusieurs exemples. Un bon exemple, c'est les fameuses lois spéciales, les lois spéciales de retour au travail. On voit constamment ça au Québec et au Canada depuis un certain nombre d'années. Ce qui arrive, c'est que parfois, tu vas avoir des travailleurs qui vont essayer de contester l'exploitation dont je viens de parler. Ils réclament leurs droits à une plus grande part de ce qu'ils produisent. Puis là, ils vont déclarer une grève. Ça, c'est vraiment un moment parfait pour voir que l'État n'est pas neutre, parce que quand les patrons sont tannés de la grève de leurs employés, des travailleurs, ils vont simplement demander au gouvernement, s'il te plaît, peux-tu déclarer une loi spéciale de retour au travail? L'État dit, OK, c'est assez. Maintenant, vous acceptez que c'est vos patrons, c'est ceux qui possèdent qui décident, c'est pas ceux qui travaillent, retournez à la job. Puis c'est ça qui est arrivé en 2018 à la grève des postiers. L'État a directement brimé le droit de grève de centaines de travailleurs pour défendre les patrons de Post Canada. On voulait pas qu'il y ait un exemple de travailleurs qui réclament une plus grande portion de ce qui leur est dû puis qui réussissent. Fait que ça, c'est vraiment un exemple clair qui montre que l'État est pas neutre. Puis aussi, une autre façon de réaliser que l'État est pas neutre, c'est de regarder c'est qui les gens à l'intérieur. Qui est-ce qui se fait élire habituellement? C'est qui fait partie du gouvernement? Puis c'est qui leurs amis? Ben, à peu près tous les politiciens importants ont une connexion quelconque avec le monde de la finance ou avec des grandes entreprises. Les portes des ministères donnent directement sur la tour de la bourse. Un exemple classique, c'est Lucien Bouchard, l'ancien premier ministre du Québec. Après avoir terminé sa carrière politique, il est redevenu avocat. Avocat pour qui? Pour donner des conseils à des grandes entreprises. Puis encore aujourd'hui, il travaille pour les boss. Fait qu'il y a c'est juste des portes tournantes entre le milieu des affaires puis le milieu politique. Souvent, les ministres des Finances ou les gens au Conseil du Trésor, c'est des anciens banquiers ou des spécialistes en droit des affaires, comme par exemple notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Il a travaillé pour des banques et comme businessman pour toutes sortes de compagnies avant de se lancer en politique. Puis même notre premier ministre actuel, le très honorable François Legault, c'était un homme d'affaires. Il a fait fortune avant de se lancer en politique. Même lui, je pense qu'il avait dit quand il faisait campagne, « Je suis avant tout un homme d'affaires, blablabla. » Fait qu'il ne le cache pas, là. Puis, etc., on pourrait trouver plein d'exemples. C'est ces gens-là, ultimement, c'est pas les travailleurs ordinaires qui ont l'oreille de l'État, même qui sont l'État. Mais on se fait dire, c'est pas grave parce que le parlementarisme, c'est un système où tout le monde peut faire valoir son opinion, puis à travers le processus démocratique, tous les intérêts de tout le monde, on veille à ce que les intérêts de tout le monde soient comblés. Mais c'est pas vrai. Le parlementarisme, c'est pas un système neutre où tout le monde a le même droit de parole. Tout le monde le sait que les riches ont des moyens puissants pour influencer les élus. Par exemple, le lobbying, c'est légal. Puis d'ailleurs, à cause de ça, ça me fait toujours rire quand les gens me disent « Ah, tu devrais voter avec ton portefeuille, sinon tu peux acheter des choses dans des compagnies qui sont plus éthiques. » Les riches font déjà ça, voter avec leur portefeuille en faisant du lobbying, mais ils ont un portefeuille pas mal plus gros que le mien. J'ai pas vraiment la même voix qu'eux. Puis, si le lobbying, c'est pas suffisant, il y a des méthodes illégales, mais
que tout le monde sait qui sont extrêmement courantes, c'est-à-dire la corruption. Ça revient constamment dans les journaux. Fait que quand on regarde ça, les portes tournantes entre le milieu des finances et le gouvernement, le lobbying, la corruption, tout ça, ça nous montre que dans un État bourgeois, même s'il y a le suffrage universel, ultimement, c'est les capitalistes qui callent la shot. Fait que ça, c'est la situation. Peut-être que je vous apprends pas grand-chose. Il y a beaucoup de monde qui réalise que les boss puis les grandes compagnies contrôlent le gouvernement. C'est quand même un fait connu. Mais il y a quand même des gens qui vont dire que, OK, les capitalistes, ils essaient de contrôler l'État, mais nous, c'est possible aussi d'utiliser l'État à notre avantage. Puis généralement, ils se basent sur des exemples historiques. Au Québec, dans les années 60, il y a eu la Révolution tranquille. Puis ça a beaucoup renforcé les préjugés selon lesquels l'État, ce serait un outil qu'on peut utiliser dans les intérêts de la société en général et non seulement l'outil des capitalistes uniquement. Parce qu'après tout, on a quand même eu des choses comme les services de santé universels, des assurances publiques, une éducation publique relativement accessible, pas gratuite, mais quand même. Fait qu'il y a eu un État-providence qui a été implanté. Est-ce que ça prouve que, en fait, la théorie marxiste de l'État s'applique pas, puis c'est pas vrai que l'État est au service de la classe dominante? Ben, je pense que non. D'abord, il faut être clair, là, toutes ces réformes-là, ils n'ont pas juste été obtenues parce que l'État était généreux, mais ils ont été obtenus après des mouvements importants de la part des travailleurs, notamment de la part des syndicats. C'est seulement après des manifestations et des grèves de masse que l'État a été poussé à accorder toutes sortes de concessions. Puis aussi, ces concessions-là étaient dans un contexte spécial en Occident, un contexte de croissance économique sans précédent, ce qu'on appelle généralement les 30 glorieuses. À cette époque-là, c'était possible pour les entreprises de faire des concessions à la classe ouvrière sans que leur profit soit trop affecté parce qu'ils faisaient full de profit, l'économie allait bien. Les capitalistes pouvaient se permettre de donner des miettes, acheter la paix avec les travailleurs. Ultimement, c'est ça la base qui explique tous les gains des 30 glorieuses et de la Révolution tranquille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arriverait si l'État voulait accorder plus de réformes? Ou plutôt si on le forçait à accorder plus de réformes? C'est qui paierait pour? On n'est pas dans une période de gros boom économique, au contraire. Depuis les années 70, 80 en particulier, il y a eu un retour de crise économique plus grave, pas juste au Québec, là, dans le monde en général. Puis les capitalistes sont un peu plus frileux. Ils veulent garder précieusement leurs avoirs, leurs profits, puis ils veulent rien savoir de payer de l'impôt pour financer des services. Un peu partout dans le monde, à chaque fois qu'il y a un parti plus ou moins à gauche qui prend le pouvoir, il est forcé par les banquiers d'abandonner toute idée, tout programme d'imposition des riches pour payer pour des réformes sociales. Il faut toujours qu'ils reculent, ils font « Ah, finalement, on n'a pas les moyens de se payer ce qu'on voulait parce que les riches ont dit non. » Les capitalistes, à chaque fois, ils vont juste dire « Si vous augmentez les impôts, ben on va s'en aller. Si les salaires augmentent trop, on va s'en aller, blablabla. » Puis les gouvernements sont obligés de reculer. Donc, ce qu'on voit depuis les années 80, c'est pas le développement de l'État-providence, au contraire, c'est le recul des services sociaux. À chaque fois, les différents gouvernements vont implanter des mesures d'austérité parce qu'ils sont forcés par le système capitaliste. Des fois, ils veulent, mais généralement, le système capitaliste les force à implanter des mesures d'austérité. Puis quand les travailleurs ripostent, par exemple avec des grèves, ben devinez quoi? C'est l'État qui intervient. Hein, comme je parlais tantôt, ils font des lois spéciales, ils font des lois pour briser les mouvements, casser les grèves des travailleurs. Au Québec, c'est arrivé sous les libéraux, c'est arrivé sous le PQ. Puis ça va continuer à se produire si on lutte pas contre ça. Bon, évidemment, nous, on est pour toute réforme qui améliorerait la condition des travailleurs, mais il faut qu'on comprenne que dans cette lutte-là pour les réformes, on peut pas compter sur l'État capitaliste. L'État capitaliste va tout faire pour nous en empêcher, puis on peut juste compter sur nos propres moyens. Et si jamais on voulait aller plus loin, plus que des réformes, si on voulait abolir le capitalisme puis instaurer une économie qui serait au service des gens, au service des travailleurs, ben là, évidemment, les patrons puis leurs amis nous en empêcheraient. Mais non seulement eux ne voudraient pas qu'on le fasse puis nous en empêcheraient, on réaliserait que c'est toute la structure légale et juridique de la société qui est faite pour protéger la propriété privée des riches. Puis c'est là qu'on voit que pas juste des personnes dans l'État, c'est les lois elles-mêmes qui sont au service de la bourgeoisie. Bon, bien entendu, il y a des lois qui sont utiles, là, qui servent à vous protéger contre des attaques, des agressions, des vols, etc. Il y a même des lois qui servent à protéger les individus contre les excès de l'État et de la classe dirigeante, genre la Charte des droits et libertés. Mais ça, c'est pas vraiment la majorité des lois. C'est tout un système libéral constitutionnel qui sert à rendre plus acceptable, à faire passer la pilule
que le système légal sert la classe dirigeante. Si les lois ne servaient pas la classe dirigeante, ce serait illégal de faire du profit sur le dos d'un travailleur. Si les lois étaient justes, elles ne défendraient pas la propriété de quelqu'un qui a des millions de dollars au lieu de défendre le droit de manger ou d'avoir un logement, par exemple. Les lois aussi, ils peuvent servir la classe dirigeante en encadrant et en limitant le droit de grève, par exemple, comme j'ai parlé de loi spéciale. Sinon, on peut voir aussi ce phénomène-là par rapport à notre relation, ou plutôt les relations de l'État avec les peuples autochtones. S'il y avait des lois justes, les peuples autochtones auraient un droit de veto sur la gestion de leur territoire, mais évidemment, les barons du pétrole ne peuvent pas se permettre un tel droit de veto, donc les lois ne le permettent pas. Je pourrais trouver toutes sortes d'autres exemples facilement. Donc, ultimement, on voit que les lois servent le système capitaliste et les bourgeois. Mais non seulement ça, mais en plus de ça, les bourgeois ils ont toutes sortes de façons de ne pas avoir à faire face à la loi si jamais ils la brisent. On sait qu'entre un petit dealer de drogue dans un quartier défavorisé ou un grand baron qui fait de l'évasion fiscale, ben c'est le dealer de drogue qui va avoir une peine de prison beaucoup plus grande. Des gens qui se font mettre en prison à vie pour avoir dealé presque rien. T'sais. Ça me faisait penser à une expression d'un philosophe de la Grèce ancienne, Anacharsis, je ne sais pas trop comment prononcer, Anacharsis. Lui, il disait à son époque, ça fait très longtemps, les lois écrites, je cite, les lois écrites ne diffèrent en rien des toiles d'araignée. Elles garderont captifs les plus faibles et les plus petits de ceux qui s'y feront prendre, mais les puissants et les riches les déchireront. Et c'est ça qu'on voit dans notre société. Fait que dans notre société capitaliste. Donc, si on récapitule, on a un système d'exploitation d'une classe par une autre, puis on a un État contrôlé par la classe dominante, dont le but est de protéger ce système capitaliste-là en brisant les grèves, en protégeant la propriété des entreprises, etc., etc. On peut l'exprimer différemment aussi. Moi, en écrivant ça m'a fait penser à un meme que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux. Peut-être vous l'avez vu, c'est les deux extraterrestres dans les Simpsons, si vous les connaissez. Puis ils se parlent, puis il y en a un des deux qui dit à l'autre, mais pourquoi est-ce que la classe ouvrière, qui est la plus grande des deux classes, ne fait pas juste manger l'autre? C'est vrai que ce serait pas mal plus simple, puis ça réglerait très vite la lutte de classe, mais justement, c'est ça le rôle de l'État. La classe dominante est en minorité, donc elle a besoin d'une force armée spéciale pour se protéger, pour protéger sa priorité. Puis c'est quoi le rôle de la police spécifiquement là-dedans? Ben, la police, c'est le bras de l'État qui a pour mission de mettre en application tout ce système de lois injustes dont j'ai parlé. Leur but, c'est de défendre la classe des capitalistes quand la classe des capitalistes en a besoin. Par exemple, ceux qui ont participé à la grève de 2012 vont s'en rappeler. On avait un mouvement de masse des étudiants contre la hausse des frais de scolarité qui était imposée par les libéraux de Jean Charest. Puis tous les capitalistes étaient du bord du gouvernement. C'était clair qu'ils ne voulaient pas que les étudiants gagnent parce que ça aurait montré un exemple que ça aurait prouvé que c'est possible de lutter contre l'austérité puis de gagner. Donc, devant ces étudiants-là qui se mobilisaient comme jamais, qu'est-ce qui est arrivé? On a vu la police descendre dans les rues, puis ils ont réprimé le mouvement, mais genre, ils ont réprimé le mouvement hard. Là. C'était dans les pires répressions policières de l'histoire du Canada. C'était vraiment brutal. Il y a eu plus que 3500 arrestations. Puis malgré tout, le gouvernement, toute la droite, justifiait les actions de la police, justifiait la violence. Fait qu'on voit que quand les masses entrent en mouvement, la façade d'arbitre démocratique de l'État tombe extrêmement rapidement. Puis un autre exemple, encore très récent en fait, c'est la grève des débardeurs au port de Montréal. Ça fait quelques semaines à peine. À un certain moment, les patrons ont fait rentrer des scabs pour essayer de briser la grève. Puis les travailleurs ont bloqué le chemin, ils se sont défendus, ils ont empêché les scabs de rentrer. Puis il y a eu une escarmouche. La police se pointe. Qui est-ce qu'ils ont arrêté? Qui est-ce qu'ils ont arrêté? Bien évidemment pas les scabs, les grévistes uniquement. T'sais, vous pouvez poser la question aussi, c'est quand que vous avez vu un patron se faire arrêter par la police parce qu'il aurait volé du monde, parce qu'il aurait oublié de mettre de l'argent sur le chèque de paie de quelqu'un? Jamais. T'sais, les patrons ne sont pas arrêtés pour utiliser des scabs non plus. Ça va se rendre dans un tribunal administratif, ça va prendre des années, mais ça va être rendu trop tard, rendu là. Un autre bon exemple du rôle de la police, c'est dans l'Ouest, les Autochtones. Les Autochtones là-bas sont une nuisance pour le développement des pipelines, en tout cas dans la vision des barons du pétrole. Donc, la GRC arrive, ils arrêtent les militants autochtones sur leur propre terre, puis ils font de la place pour que les pétrolières fassent leur cash, fassent passer leurs pipelines. La police, c'est juste le bras armé de l'État bourgeois, ça sert les patrons. Ultimement, c'est une institution de domination de classe. Puis il y a de plus en plus de gens
qui sont en train de réaliser ça, le rôle réactionnaire de la police dans la société, le sentiment que l'État et la police sont pas là pour servir les travailleurs est de plus en plus répandu. Puis on peut voir ça dans beaucoup d'articles, dans beaucoup de sondages. Par exemple, au Canada, ça fait plusieurs années là, les sondages qui évaluent la confiance des gens envers les institutions montrent que la confiance est en baisse. Cette année, il y avait un sondage de la firme Edelman, si je prononce bien, qui affirmait que seulement 53% des Canadiens font confiance aux institutions centrales du pays, le gouvernement, les médias, les ONG, etc. Fait que presque uniquement la moitié des gens. Puis une recherche par un organisme qui s'appelle le Centre canadien pour la mission de l'entreprise, qui est essentiellement un think tank bourgeois. Leur recherche a trouvé que 72% des Canadiens veulent que le système économique soit changé. Quand même intense, 72%. Puis là-dedans, il y a quand même 17% des gens qui disent que réformer, changer le système économique par des réformes, c'est impossible. C'est beaucoup de gens qui pensent que les réformes sont pas suffisantes. Puis si on regarde sur la question de la police spécifiquement, 75% récemment, là, 75% des Canadiens pensent que la GRC souffre de racisme systémique. C'est fou, là, 75%. Puis encore plus significatif, 35% des gens pensent que la GRC ne peut pas être réformée. Pas réformable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut l'abolir. Dans un sondage de la firme Ipsos, il y avait 51% des Canadiens qui disaient qu'ils étaient d'accord avec l'idée de définancer la police. Puis si on regarde chez les jeunes, ça monte à 77%. Fait qu'en tout cas, c'est beaucoup de stats, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande méfiance envers l'État. Puis toute cette méfiance-là, combinée à la réalisation qu'on ne peut pas vraiment réformer ces institutions-là, ça explique pourquoi on voit apparaître des slogans comme « Abolissons la police ». Nous, à la riposte, on sympathise totalement avec ce sentiment-là. On pense que la police ne peut pas être réformée parce qu'elle fait partie de l'État bourgeois. Tant qu'elle existe, elle va servir la classe dominante et elle va nécessairement devoir opprimer des gens. Donc non, on ne pense pas que la police devrait exister. L'État, c'est un organe d'oppression. À son époque, Marx s'intéressait à cette question-là, puis il était arrivé à la conclusion que c'était pas possible pour les travailleurs de juste prendre l'État capitaliste tel qu'il existe, puis l'utiliser pour arriver au socialisme. Marx disait il faut briser l'État bourgeois. Donc là, la question à laquelle on arrive, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Est-ce qu'on pourrait simplement abolir l'État et la police du jour au lendemain sans rien changer d'autre? Ben, la réponse, c'est non. Ça va être plus compliqué que ça. Pourquoi? À cause de ce qu'on expliquait au début. Comme l'État sert à protéger la classe dominante, si on faisait juste supprimer la police, les juges, les prisons, etc., sans changer le reste, la classe dominante formerait une nouvelle police ou des milices privées, des prisons privées pour stabiliser son règne. En fait, des fois, on voit même que la police n'est pas suffisante pour protéger la classe des capitalistes. Par exemple, aux États-Unis récemment, on a vu à Portland que le gouvernement a mobilisé la garde nationale parce que la police seule n'était pas capable de réprimer les manifestations. Donc, la classe dirigeante est capable d'aller trouver des nouvelles ressources, basically reformer l'État si nécessaire. Ultimement, un État, c'est nécessaire parce qu'il y a une lutte de classe. Si on faisait juste supprimer l'État sans rien changer d'autre, la classe dirigeante le recréerait. Fait que si on veut vraiment se débarrasser de la police, de l'État bourgeois et toutes les institutions de l'État bourgeois, il faut qu'on se débarrasse du système qui en a besoin, c'est-à-dire le système capitaliste. Ultimement, c'est ça la leçon. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire. D'une certaine façon, nous les marxistes aujourd'hui, on est quand même chanceux parce que on veut faire ça, mais on peut regarder plein d'exemples historiques de gens qui ont lutté pour le socialisme, qui ont aussi essayé d'abolir le système capitaliste, puis on peut utiliser ces exemples-là pour nous guider. Puis ce qu'on voit, c'est que, inévitablement, pour réussir à amener le socialisme, pour exproprier les grandes entreprises, mettre l'économie dans les mains des travailleurs, bref, pour faire la révolution socialiste, la question du pouvoir va finir par se poser. Puis à chaque fois, les travailleurs vont créer leurs propres organes de lutte. La première vraie révolution où les travailleurs ont réussi à prendre le pouvoir, même si c'était juste pour une période temporaire, c'était la Commune de Paris en 1871. Ça, c'est vraiment un événement fascinant, puis c'est important pour la discussion qu'on a. Les travailleurs de Paris prennent le contrôle de la ville, sortent les dirigeants bourgeois essentiellement, puis là, dans la Commune, ils commencent à mettre en place les caractéristiques de leur pouvoir, le pouvoir des travailleurs. Tous les fonctionnaires, les conseillers, tous les élus étaient élus et responsables devant les travailleurs et ils étaient révocables à tout moment.
quand on y pense, ça n'a vraiment pas de sens qu'aujourd'hui, dans une démocratie, on peut élire quelqu'un, mais qu'après ça, pendant 4 ans, il peut passer 4 ans à bafouer toutes ses promesses, à être juste mentir, puis on peut rien faire. On peut pas révoquer les personnes qu'on élit. C'est vraiment pas démocratique. Puis c'est la même chose pour les juges. Les juges sont zéro élus dans notre société. La police non plus, aucunement redevable. Mais dans la commune, tous ces gens-là étaient élus et révocables. Donc, dans un sens, même si c'était pendant une courte période, à Paris, les travailleurs avaient essentiellement aboli la police et l'avaient remplacée par un corps de sécurité qui était redevable et révocable. Une autre idée importante que la Commune de Paris avait introduite, c'est l'idée que les élus devraient avoir le même salaire qu'un ouvrier moyen. Ça, c'est important parce que c'est un élément qui empêche que l'État développe des intérêts différents des travailleurs. Donc, ça empêche le carriérisme et la corruption. Hein, les marxistes, on est bien conscients que les postes au sein d'un appareil d'État, le fait de siéger au Parlement, ça peut corrompre les gens qui s'y trouvent. Mais la façon de remédier à ça, c'est pas juste de supprimer l'administration de la société, parce que c'est impossible, mais plutôt de rendre les fonctionnaires, les conseillers, les administrateurs élus redevables, révocables et payés à salaire d'ouvrier. Aussi, il y avait l'idée que les fonctions bureaucratiques devraient être accomplies en rotation. Lénine l'a mieux dit que moi, il disait « Si tout le monde est bureaucrate, personne n'est bureaucrate ». Donc ça, c'est beaucoup de choses qui se sont passées dans la commune. Aussi, dans la commune, il avait supprimé l'armée permanente pour la remplacer par le peuple en armes. Ça, c'est une idée qui est quand même assez importante. Le peuple en armes, là, ça ne veut pas dire que tout le monde a un gun chez eux tout le temps dans ses poches. C'est un petit peu une mauvaise vision de ça. Ou plutôt, le peuple en armes, ça veut dire qu'au lieu d'avoir une armée séparée du reste de la population, sur laquelle on n'a aucun contrôle, la défense et la sécurité est plutôt prise en charge démocratiquement, contrôlée par les travailleurs dans leurs organes démocratiques. Donc, toutes ces idées-là dont je viens de parler, ça venait des travailleurs de Paris lors de la Commune en 1871, dans leur lutte contre les capitalistes. Puis Marx était vivant à l'époque, il regardait ça, puis il a conclu que ça nous montrait de quoi pourrait avoir l'air un État des travailleurs. Marx appelait ça la dictature du prolétariat, cet État des travailleurs. Je veux juste mentionner rapidement qu'à l'époque, le terme dictature, ça ne voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Ça a acquis une connotation différente après l'expérience de Hitler, Staline et compagnie. Donc, si vous entendez la dictature du prolétariat, ça veut plutôt dire que c'est la classe ouvrière dans son ensemble qui dicte comment changer la société. Donc, pour Marx, pour Lénine aussi, la dictature du prolétariat, c'est un synonyme de démocratie ouvrière, qui est le terme que je préfère utiliser. Donc, bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'en se basant sur l'expérience de la Commune, Marx a commencé à tracer les grandes lignes d'un État des travailleurs. Et ultimement, c'est ça la méthode marxiste. On ne peut pas savoir exactement comment les travailleurs vont organiser le pouvoir, mais on peut regarder l'histoire de la lutte des travailleurs, voir c'est quoi les problèmes auxquels ils ont fait face, c'est quoi les solutions qu'ils ont trouvées pour nous inspirer, pour trouver des lignes générales. C'est ça aussi que Lénine a fait dans son livre L'État et la Révolution. Puis c'est pour ça qu'il est arrivé à toutes les conditions dont je viens de parler, le peuple en armes, des responsables élus et révocables, la rotation des tâches bureaucratiques, les salaires des travailleurs égaux, plutôt les salaires des élus égales au salaire des travailleurs normaux, et le remplacement du Parlement par des comités agissants dans les milieux de travail. Une autre expérience qui peut nous être utile, c'est l'expérience de la Russie en 1917. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Russie, puis la Révolution russe, il y a eu toutes sortes de péripéties. Fait que je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, surtout que ça fait longtemps que je parle, mais un peu comme la Commune de Paris qui avait duré 2 mois dans une ville, ben plutôt en Russie en 1917, c'est tout le pays qui est passé sous le contrôle des travailleurs. Il y avait des conseils dans toutes les localités, dans tous les milieux de travail qui s'appelaient les soviets, et c'était la source du pouvoir des travailleurs. Et du moins, dans la première phase de la Révolution, on avait un État des travailleurs en Russie. Aussi, on peut regarder d'autres mouvements pour continuer à s'en inspirer, des mouvements très récents. Par exemple, l'année passée, on a vu une révolution au Chili. C'est quoi que les travailleurs chiliens ont fait? Ils ont commencé à s'organiser dans des assemblées populaires, les Cabildos Abiertos, si je peux le prononcer bien, qui étaient des assemblées basées dans les différentes localités. Puis un autre exemple qui nous ramène à la question de la police, dont on parlait au début, et de la sécurité, c'est ce qui s'est passé cet été à Minneapolis, après la mort de George Floyd. On a vu le début de la formation de comités d'autodéfense qui étaient organisés par et pour les travailleurs de la communauté. Ils défendaient leurs voisins parce qu'ils savaient très bien que l'État et la police n'allaient pas le faire. Donc ça nous montre un peu une idée de
à quoi ça pourrait ressembler la question de la sécurité après la révolution socialiste, quand on aura aboli l'État bourgeois. Puis, en général, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, dans l'histoire, dans les luttes des travailleurs, les travailleurs ont tendance à créer, presque spontanément, ont tendance à créer spontanément des organes démocratiques, des soviets, des comités de défense, etc., pour organiser le pouvoir politique. À chaque fois, ça nous montre un embryon de ce que ça pourrait être un État des travailleurs. Puis ultimement, c'est ça le programme marxiste sur la question de l'État. Si on veut gagner, il faut que les travailleurs prennent le pouvoir des mains des capitalistes et créent leur propre État pour servir leur propre classe. Ce serait un État ouvrier. On ne sort pas ça de notre tête. Le marxisme, c'est rien d'autre que la somme et la généralisation de toutes les expériences passées du mouvement ouvrier. Donc, l'État ouvrier, c'est rien d'autre que la forme de pouvoir que les travailleurs ont eu tendance à créer dans l'histoire et vont devoir créer pour modeler une société socialiste. Si on veut un État ouvrier, c'est pas parce qu'on veut un État. C'est juste parce qu'on voit que l'histoire démontre que quand les travailleurs se mettent en lutte, quand ils commencent à prendre le contrôle de la société, organiser l'économie sur des bases démocratiques, les patrons résistent, les patrons veulent pas, puis ils veulent pas se soumettre à la majorité. Donc, on a besoin de mettre en place un pouvoir contrôlé par la classe ouvrière qui va pouvoir nous permettre de faire cette révolution-là. Fait que c'est ça. Une fois que les travailleurs vont contrôler l'économie, une fois que la production va être gérée en commun, démocratiquement, on pourrait utiliser les immenses ressources qu'on a actuellement qui servent juste à faire du profit, mais pas pour enrichir les poches de quelques capitalistes, mais plutôt pour satisfaire les besoins de la majorité. Quand l'obstacle du profit et de la propriété privée vont tomber, la production va être décuplée. Progressivement, l'amélioration de la production va aussi permettre de réduire le temps de travail. Ça va à son tour libérer les gens pour qu'ils puissent participer dans leur comité de quartier à la vie démocratique. Les gens vont avoir le temps de s'intéresser aux débats dans leur localité et faire fonctionner la société pour eux, pour leurs besoins. Donc ça m'amène à la fin de ma présentation. Ultimement, le but, c'est quand même d'avoir un jour une société sans exploitation. J'ai dit, un État, c'est un outil d'oppression d'une classe par une autre. On veut une société sans aucune forme d'oppression et donc sans État, sans police, un jour. Mais on sait que ça ne va pas être fait du jour au lendemain. Marx et Engels, dans leurs écrits sur l'État, qui étaient basés sur l'expérience de la Commune, ils expliquaient que le but, c'est pas d'avoir un État des travailleurs pour toujours. On sait que les travailleurs vont mettre sur pied un État, mais uniquement pour défendre la révolution et les mesures socialistes. Mais une fois que la classe capitaliste va plus exister en tant que classe, une fois que le socialisme va être bien implanté, qu'il n'y aura pas vraiment de possibilité de retour en arrière, alors un État va devenir de moins en moins nécessaire parce qu'il n'y aura plus de classe. À cause de l'amélioration de la production, tous les problèmes liés au capitalisme, comme le chômage, les crises, l'inflation, la compétition, etc., vont finir par disparaître. Les besoins des gens vont être comblés. Et éventuellement, après plusieurs générations, quand les gens vont avoir vécu toute leur vie dans une société sans compétition, sans chômage, sans pénurie, quand tous les stigmates de la société capitaliste vont être disparus, l'État, à son tour, va pouvoir disparaître. Il n'y aura plus aucune classe à réprimer. Il n'y aura plus de raison de ne pas collaborer les uns avec les autres. Si l'État disparaît, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucune administration de la société, mais on n'aura plus besoin d'une force séparée du reste de la société, un arbitre, je dis ça ironiquement, pour régler les différents conflits par la force. Dans les mots de Engels, l'État va laisser sa place à la simple organisation des choses. Puis ça, ultimement, ce que je viens de décrire, c'est ça que les marxistes, on appelle le communisme. C'est difficile de dire exactement à quoi le communisme va ressembler. Les gens vont avoir une mentalité tellement différente de la nôtre parce qu'ils vont vivre dans des conditions vraiment différentes des nôtres. Mais on sait que ça va être une société sans monnaie, sans État. Le travail va plus être une corvée, mais plutôt une activité volontaire. Les gens vont avoir le temps de dédier leur vie à l'art, à la science, à la philosophie. Fait que ça me mène à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, contre les abus de la police, toutes les injustices de la part de l'État? On sait qu'on peut pas juste abolir l'État en général, du jour au lendemain. Il faut qu'on milite pour une société socialiste. Il faut qu'on milite pour les idées socialistes dans le mouvement. C'est ça la solution. Il faut que les marxistes soient aux côtés des travailleurs, aux côtés de tous les opprimés, dans toute leur lutte pour n'importe quelle réforme. Puis il faut qu'à chaque fois, on connecte ces luttes-là, les luttes pour les réformes,
avec la nécessité de renverser le capitalisme, la nécessité de créer une société socialiste. Nous, on dit abolissons l'État bourgeois avec sa police misogyne, son armée impérialiste, son système de prison raciste. Les travailleurs doivent prendre le pouvoir dans leurs mains. Les travailleurs doivent créer une société juste, une société socialiste et commencer à rêver d'un monde sans aucun État, sans aucune oppression. C'est un gros programme quand même, mais je suis sûr que si on a les bonnes idées, on est capable de le faire. Puis surtout, si on s'organise, on est capable. Plus on va être nombreux, plus on va être capable de convaincre des gens dans le mouvement ouvrier que les idées marxistes, c'est les bonnes. Alors, c'est pour ça que la lutte commence maintenant avec de l'éducation, de l'organisation. Ultimement, c'est ça qu'on fait à la riposte. Fait que si vous êtes d'accord, si vous avez aimé la présentation, puis que vous aussi, vous voulez détruire l'État bourgeois, puis mettre fin une fois pour toutes aux violences policières et à l'oppression, je vous invite à considérer de nous rejoindre.